Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23 heures, le dimanche de 14 heures à 16 heures. La Vague d'OVNI est une émission proposée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Bonvin, qui vient nous présenter son dernier livre, OVNI, le secret des secrets, mais il reviendra aussi sur son précédent ouvrage, parce qu'il faut bien comprendre quelle est la théorie qu'il développe, quelles sont ses hypothèses. On peut dire qu'il va à contre-courant de l'ufologie classique, mais il me dira si j'ai raison dans quelques instants. Fabrice Bonvin, vous l'avez déjà entendu, c'était aux premières rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne. Il était intervenu en compagnie de Christelle Seval autour de notre table, ainsi qu'en conférence où il avait étonné beaucoup de monde. Fabrice Bonvin, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue donc sur notre antenne. Ce livre, OVNI, le secret des secrets, qui est paru aux éditions JMG, est sorti quand ? Il est sorti au mois de décembre de l'année passée. C'est une suite, c'était une obligation après avoir développé ta thèse ? Oui, plutôt, à vrai dire, quand j'ai donné mon manuscrit, il contenait l'ensemble des chapitres que l'on trouve dans le premier ouvrage, plus effectivement ce chapitre qui s'appelle Le secret des secrets et que j'ai repris pour le titre de l'ouvrage. Et comme l'éditeur ne pouvait pas publier le tout en un seul ouvrage, effectivement on l'a scindé en deux. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis quelques suppléments pour le deuxième ouvrage. Es-tu d'accord pour dire que tu as choisi une voie différente pour expliquer le phénomène OVNI ? Oui, complètement. Je suis bien placé pour le dire, étant donné que j'ai défendu l'hypothèse extraterrestre, si je peux m'exprimer ainsi, en parlant de défense. C'est vrai que j'étais un fervent de l'hypothèse extraterrestre durant une dizaine d'années. Et puis, j'ai été sensibilisé à la lecture des ouvrages de Jacques Vallée, à ses arguments. Ensuite, c'est aussi la lecture des ouvrages de Kenneth Ring, de John Mack et d'autres qui m'ont amené effectivement à revoir un petit peu mes idées sur la pensée majoritaire de l'hypothèse extraterrestre. Alors, si tu n'es pas dans l'hypothèse extraterrestre, tu es en train de nous dire qu'ils sont déjà sur la planète, qu'ils font partie de la planète Terre ? Quoi que ce soit, toutes les apparitions proviennent de la Terre ? Voilà, c'est un petit peu mon idée. Bon, moi, si je dois résumer mon idée en une phrase, c'est que toutes ces apparitions d'OVNI, de Men in Black, de mutilation animale, etc., forment en fait un système qui est l'expression d'un mécanisme de défense qu'une forme de conscience terrestre activerait au moment où son système de soutien à la vie serait attaqué. Et selon mon hypothèse, toutes ces manifestations en fait seraient un moyen de communication sophistiqué qui serait, disons, destiné à certains sujets prédisposés à son message. On rappelle à nos auditeurs que ton précédent livre, OVNI et les agents du changement, est paru en 2005, toujours chez JMG. Alors, Fabrice Bonvin, cette émission, je vais te laisser véritablement la réaliser. J'interviendrai de temps en temps lorsque j'estimerai que des points doivent être approfondis, mieux expliqués. Tu vas nous conter la trame de ton livre, mais je sais qu'avant de passer donc au dernier, qui est paru en décembre, OVNI, le secret des secrets, tu souhaites revenir sur la base de ta théorie, sur tes précédentes recherches, sur ce que contient le livre OVNI, les agents du changement. Je te laisse la parole. D'accord, merci. Oui, effectivement, je pense que c'est important de bien comprendre ce que j'ai dit dans le premier ouvrage, où j'ai, disons, sur à peu près 480 pages, essayé d'exposer mon idée sur le phénomène. Alors, en fait, je suis parti d'un constat, c'est que apparemment le phénomène OVNI évolue dans notre environnement planétaire depuis des centaines, voire des milliers d'années, mais qu'il était capable de prendre des formes différentes selon le contexte de l'époque. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de dire ça ? C'est qu'apparemment, le phénomène possède ce que j'ai appelé, moi, des invariants ou des schémas d'action qui permettent effectivement de dire on a affaire à une intelligence qui est dans notre environnement planétaire depuis des centaines, voire des milliers d'années, mais qui se présente sous des formes différentes. Alors là, je me suis effectivement un petit peu inspiré des découvertes de Jacques Vallée, qui en 1969 a publié un livre bien connu qui s'appelle en anglais Passport to Magonia, ou qui était traduit ensuite en français sous le titre Chronique des apparitions extraterrestres. Et que dit ce livre ? Ce livre dit qu'il existe une espèce de pont ou de parallèle entre les récits que l'on peut trouver dans la littérature du folklore ou du Moyen-Âge
sur les êtres fantastiques. On peut parler des trolls, on peut parler des fées, on peut parler des en fait tous les êtres, les élémentaux, et en fait nos extraterrestres actuels. Alors ces invariants, je les liste dans mon premier ouvrage, et je dis effectivement, c'est soit au niveau du comportement du phénomène, donc ça peut être en comportement de type ostentatoire. On a pu remarquer, je dirais dans la littérature ufologique, que le phénomène se manifeste pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il se manifeste selon des règles, si je peux m'exprimer ainsi, sous une forme aussi de mise en scène délibérée. Le phénomène n'apparaît pas comme ça par hasard. Il se manifeste à des gens comme une mise en scène, en fait. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est ce qu'a dit Jacques Vallée d'ailleurs, mais que j'ai corroboré par mes propres recherches, c'est que le phénomène a des effets qui sont semblables. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait par exemple que les fées pouvaient faire disparaître des individus au pays des fées, par exemple, avec un effet que l'on retrouve maintenant dans les récits actuels de missing time, ou d'altération de la conscience, ou d'effets physiques aussi dans notre environnement. Donc il y a aussi une idée de tromperie dans le phénomène. Si on reprend les littératures sur le dossier des enlèvements, que ce soit John Mack, Bud Hopkins, etc., on se rend compte que effectivement les entités qui se présentent ont un malin plaisir, je dirais, à tromper sur leur motif, sur leur but, dans leurs explications ne tiennent pas la route, etc. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans les récits il y a 2 siècles, en Irlande, en France, presque dans tous les pays du monde, sur les êtres fantastiques. Donc la question que je me suis posée, c'est, on a effectivement des humanoïdes, des extraterrestres, ou un phénomène ovni au sens large, qui se comportent de la manière des êtres surnaturels du Moyen-Âge. Donc ça c'est un des constats que j'ai fait qui m'a amené à dire effectivement on se trouve peut-être en présence d'un phénomène qui se trouve ancré sur notre planète. Ensuite, je me suis particulièrement basé sur la vague de 1897. Alors, il faut savoir dès novembre 1896 et jusqu'à peu près au mois de juillet 1897, s'est produite aux États-Unis une vague d'OVNI qui s'appelle la vague d'airships ou de dirigeables fantômes. Qu'est-ce que voyaient donc les témoins? Les témoins voyaient donc des objets en forme de navires volants ou de dirigeables qui, disons, se promenaient soit de jour, soit de nuit avec des phares et qui avaient plutôt des comportements, je dirais, qu'on pourrait assimiler maintenant à des comportements d'OVNI, c'est-à-dire avec des caractéristiques de vol qui sont un petit peu hors du commun. Alors il y a eu de longs débats donc sur la plausibilité que ce soit un inventeur par exemple qui ait produit ces airships. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque aux États-Unis on était encore au stade des prototypes et des maquettes. Quand les dirigeables volaient, ils volaient 5 mètres, ils s'écrasaient. Par exemple, ils n'étaient pas non plus équipés de lampes et on retrouve des témoignages en 1896 d'objets donc dirigeables nocturnes pourvus de lampes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, à l'époque, l'idée du dirigeable était concevable dans l'esprit des témoins. Je dirais que ça répondait un petit peu à une façon de voir le monde, comme disent les Allemands, un Weltbild. Mais on sait maintenant avec le recul que ces apparitions, en fait, ces ovnis de forme de dirigeable n'avaient pas, disons, les caractéristiques aéronautiques pour pouvoir voler. Ils étaient par exemple pourvus d'ailerons. Et on sait que les ailerons sont donc une aide en fait, pour ces dirigeables. En fait. Et on sait qu'aucun inventeur non plus n'ait pu donc produire de tels engins. Donc ce phénomène d'airship, encore 120 ans après, reste un mystère. Et quant aux êtres donc, qui habitaient les airships, parce qu'il est arrivé qu'ils ont atterri, eh bien ce n'étaient pas des extraterrestres en scaphandre, comme dans les années 50, ou des petits gris, comme en 1990 ou en 2000, mais c'était vraiment des êtres humains qui avaient, je dirais, un comportement qui ressemblait pas mal aux extraterrestres actuels, c'est-à-dire ils arrivent, ils débarquent, ils explorent,
Et puis bon, ils repartent, quoi, sans donner vraiment de discours intéressants ou de substance. Enfin, ça reste un petit peu du vent, si je peux m'exprimer ainsi. Mais qu'est-ce qui, Fabrice, je vais évidemment te laisser continuer, mais qu'est-ce qui, déjà dans ce que tu nous as cité, les faits, cet exemple à l'instant, qu'est-ce qui peut te faire penser que ce n'est pas un phénomène extraterrestre? Qu'est-ce qui t'amène à cette réflexion? Parce qu'on peut imaginer une population, en tout cas plus intelligente et assez observatrice, qui déciderait, et là on parle de comment dire, de manipulation mentale, d'envoyer l'image de ce qu'attend la population. Pourquoi sortir de la théorie extraterrestre avec ces exemples-là? Tout simplement, il y a des... Bon, Jacques Vallée a produit un certain nombre d'arguments sur lesquels je ne vais pas vraiment revenir, mais ce qui m'étonne, c'est que je ne comprends pas pourquoi les extraterrestres en 1950 se comportent un peu de la même manière que les extraterrestres en l'an 2000. Je veux dire, ils ont toujours l'air de... Bon, maintenant, on a moins d'atterrissage, mais ils ont toujours l'air de venir pour la première fois. Alors, c'est un petit peu étonnant. En plus, ils se connaissent pas entre eux. On voit toutes sortes d'aéronefs, ils sont quasiment tous différents. Alors, il y a effectivement quelques témoignages où de mêmes ovnis ont pu être observés par des témoins différents en des temps différents, ou aussi filmés ou photographiés, mais ces cas sont extrêmement rares dans la littérature ufologique. Alors, on se trouve effectivement, on a l'impression de se retrouver au centre, je dirais, d'un espèce de carrefour intergalactique, où les extraterrestres viendraient ici faire un petit peu du tourisme, des terres, un bout de lavande, et puis ils disent, ouais, finalement, on n'y revient pas, on passe notre chemin. Donc, et en plus, les extraterrestres entre eux n'ont pas l'air de se connaître. Donc, effectivement, on pourrait penser une sorte de manipulation. De toute façon, le phénomène OVNI est par essence manipulatoire, qu'il soit d'une origine extraterrestre. Mais je pense avoir des arguments sur lesquels je vais venir plus tard, qui montrent, en fait, et c'est ce que j'ai aussi prouvé par mon deuxième bouquin, que en fait, l'hypothèse Gaïa est plus plausible que l'hypothèse extraterrestre qui adapterait sa vitrine historique en fonction du zeitgeist. Mais pour moi, une chose est sûre, c'est qu'il y a une espèce d'adaptation formelle du phénomène à l'ère du temps ou aux conceptions de la population. Et on le voit encore maintenant, on prend les rapports d'observation de la vague, par exemple, française de 1954, c'était très ancré dans les années 50, quoi. C'était très tôt les boulons, les extraterrestres avec des petits scaphandres, des combinaisons moulantes. Enfin, maintenant, ça semble assez risible, de même que les airships en 1897 sont tout à fait risibles. Et moi, je te parie que d'ici 30 ans, nos histoires de petits gris paraîtront complètement ridicules. Donc, il y a effectivement, ce que l'on voit n'est pas conforme à ce qui se passe. Parce qu'à ton avis, c'est peut-être aussi un des autres points que tu développes, d'ici 30 ans, rien n'aura changé. Non, d'ici 30 ans, moi je pense que d'ici 30 ans, il y aura beaucoup moins d'observations d'OVNI, mais ça je vais m'en expliquer là-dessus. Oui. Et puis, je pense que le phénomène OVNI aura pris une autre forme, qui sera plus en phase avec nos représentations. Tu sais que beaucoup de personnes disent qu'on ne voit que ce qu'on peut voir, selon nos habitudes sociales, notre environnement et notre culture. Oui. C'est-à-dire que tu montres un ovni ou un avion à un pygmée, il ne le voit pas. Oui, alors il y a des études effectivement qui ont été faites dans ce sens. Mais de l'autre, il existe quand même des cas. Par exemple, il y a un cas qui s'est passé en 1996 au Zimbabwe, qui était investigué par John Mack, où une soixantaine d'élèves ont vu une soucoupe volante donc atterrir sous leurs yeux dans une cour d'école. Et ce qu'ils ont décrit correspond vraiment au prototype d'un ovni tel que nous, occidentaux, les concevons. Et puis effectivement, les extraterrestres aussi étaient des petits gris, prototypiques. Donc il semble quand même avoir d'avoir une espèce de cohérence quand même là derrière, j'ai l'impression. Mais alors pourquoi aurait-il donné cette image, qu'il soit extraterrestre ou pas, hein, on est d'accord, mais pourquoi alors avoir donné cette image de petit gris s'il ne correspond pas à la culture environnante ?
Alors ça, c'est une question qu'il faudrait leur poser. Ouais. Je dis pas que j'ai réponse à tout. Non, 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 pas du tout. Non, Mais, je te pose je suis ta théorie, hein, et je me dis que peut-être, si effectivement j'essaie de répondre à la population qui m'entoure, selon ses spécificités, je choisirais une autre image que celle du petit gris, qui est clairement une image qu'on peut connaître en France, aux États-Unis, en Angleterre, plutôt que pour le Zimbabwe. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends tout à fait. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a une forme de cohérence, mais de l'autre, il y a quand même une adaptation qui se fait selon le contexte. À savoir que des études ont été faites par Jenny Randles, par exemple, qui est une ufologue britannique, et qui montre qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus de descriptions de grands blonds que de petits gris, comme on peut en retrouver par exemple aux États-Unis. Et en Amérique du Sud, au fait, les descriptions sont également différentes. Donc c'est ce qu'avait mis aussi, je dirais, en évidence Jacques Vallée, hein, quand il disait que le comportement des extraterrestres, entre guillemets, semblait s'adapter au contexte local. Hein. Ce qu'il disait, lui, c'est qu'effectivement les extraterrestres étaient plutôt agressifs en Amérique du Sud, hein, où en fait une culture, je ne sais pas que c'est une culture agressive, mais c'est une culture, effectivement, la violence s'exprime peut-être davantage qu'ailleurs, était plutôt cartésien en France, donc on connaît effectivement le passé de la France, et puis aux États-Unis avait plutôt une mentalité d'explorateur et de pionnier. Donc ça on le retrouve d'une certaine manière, effectivement. D'accord. Et puis pour rester dans ton idée, mais c'est pour vraiment qu'on mette tout à plat, tu vois, dès le début, pour après te laisser vraiment détailler ton travail. T'es-tu intéressé plus spécialement à l'Islande, l'Islande où la population vit en accord avec toutes ces légendes, tous ces personnages dits imaginaires que sont les trolls, les fées, les lutins? Et est-ce que dans un pays comme celui-là, on a vu d'excellents documentaires sur le sujet, on a même fait des émissions dessus à la radio, sur le petit peuple de l'invisible, est-ce que dans des pays qui vivent en totale harmonie avec ce peuple imaginaire, on a quand même le droit à des apparitions ou à des observations d'ovnis? Alors, ouais, c'est vrai que le folklore celte est particulièrement prolifique. À l'Islande, de ce côté-là, ils sont totalement dedans. Donc, s'ils sont totalement dedans, cela voudrait dire que ils n'ont pas besoin de voir apparaître, si je suis ta logique, hein, comment dire, ces représentations dans le ciel. Mhm. Bon, en fait, le petit peuple a commencé à disparaître, si on veut, avec le début de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement beaucoup de témoignages, et puis bon, avec effectivement l'avènement, je dirais, des usines, etc., du travail à la chaîne, etc., et de la pollution, et je vais y revenir après, on a vu effectivement ce petit peuple disparaître au profit d'apparitions plus technologiques. On a l'impression que le phénomène s'est technologisé avec notre évolution également technologique. Et il faut savoir que les premières, je dirais, émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère datent à peu près de 1860, 1870. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement apparaître en 1896? C'est, je dirais, la première grande vague d'ovnis, en fait, au-dessus des États-Unis. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, pas véritablement, mais je voulais pas t'interrompre. Non, c'est pour l'Islande, ça me paraît être le parfait exemple. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a encore maintenant, en fait, des témoignages vivants de... Tout à fait. En Islande, on a fait justement une émission là-dessus il y a 2 ans. Un reportage, un documentaire extraordinaire réalisé. Le nom de l'auteur m'échappe, et là, s'il est venu ici, je m'en excuse, qui s'appelle Le Petit Peuple de l'Invisible. Il est parti recueillir des témoignages de maires, de policiers, d'élèves, de responsables des voiries qui disaient avoir détourné des autoroutes parce qu'il y avait des villages de lutins sur la route, de personnes communiquant avec ce peuple de l'Invisible, et c'était il y a quelques années. D'accord. Donc je me demandais, en suivant ta logique, vraiment en rentrant dedans, je me demandais, pour des personnes qui sont en total accord avec ce peuple de l'invisible et avec la nature qui les entoure, s'il y avait des apparitions d'ovnis, cela poserait un problème dans la démonstration.
Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Mon idée, en fait, est vraiment de dire qu'il y a une adaptation formelle au contexte, donc qui est en parallèle des apparitions d'OVNI, parce qu'il y en a sûrement aussi au-dessus de l'Islande, hein, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, et les apparitions du petit peuple, c'est plausible, mais effectivement, en fait, dans mon idée de technologisation des apparitions, effectivement, il y a quelque chose que je peux pas m'expliquer là-dedans. Mais bon, il y a quand même une tendance, je dirais, globale et générale de disparition de ces témoignages sur le petit peuple au profit effectivement, de comptes rendus sur des observations d'OVNI et d'humanoïdes. D'accord, très bien. Alors, qu'il y ait les deux en même temps, c'est tout à fait probable. Hein. C'est une question qui m'a déjà été posée et franchement, j'ai pas de réponse toute faite à cela. Oui, heureusement, les gens qui ont des réponses toutes faites à tout, ça devient vite insupportable. On aurait fait 25 minutes d'émission ensemble, puis je t'aurais dit au revoir. Mais je pense que ce qu'il faut peut-être regarder, c'est effectivement la tendance globale. L'idée que ces témoignages sur le petit peuple disparaissent et qu'au moment même où ces témoignages disparaissaient, surgissent les témoignages sur les OVNI comme s'il y avait une idée de relais dans le phénomène. Enfin, moi, c'est ce qui m'a choqué. Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce relais se perd au moment où on commence à souiller l'atmosphère et à polluer. Donc voilà ce que j'essaie de mettre en évidence. Donc, ça nous emmène vraiment à ce sur quoi tu travailles, le rapport entre l'état de notre planète, notre comportement et les messages qu'elle souhaite ou souhaiterait nous faire passer. Voilà, tout à fait. Mon hypothèse dit que les diverses formes de manifestation du phénomène OVNI, alors pour moi, elles fonctionnent à la manière d'un système, c'est-à-dire qu'il y aurait le phénomène des enlèvements, les apparitions d'OVNI, les crop cycles, les MIB, mutilation animale, etc., composent un espèce de système qui est organisé en fonction d'un objectif, parce que tout système fonctionne, en fonction d'un objectif, et cet objectif est l'élévation de la conscience humaine, qui se traduit donc par un accroissement de notre sensibilité aux questions environnementales, pour donc générer des actes favorables au bien-être de la planète. Voilà. Et l'idée, c'est que cette élévation de la conscience s'exerce à travers la densité symbolique et télépathique de ces manifestations. Donc, c'est vrai que la plupart des chercheurs, je dirais, axent leur recherche sur l'aspect physique du phénomène, et j'ai choisi d'investiguer la partie, je dirais, plus psychique ou symbolique du phénomène, et me dire, effectivement, souvent ces manifestations d'OVNI, les comportements des humanoïdes, des extraterrestres, ne font pas de sens. Ils sont récurrents, ils sont absurdes. Et l'idée, je me suis dit, peut-être si on ne prend pas ces manifestations au premier degré et qu'on creuse un petit peu le phénomène, on peut se faire une idée. En fait, il y a peut-être quelque chose derrière, en fait. Le phénomène, cette récurrence doit expliquer quelque chose dans le phénomène. Et donc, je me suis un petit peu essayé de trouver une signification symbolique à ces manifestations. Donc voilà. Et tout cela cherche à transformer en fait la conscience des témoins, qui est donc rendu possible par des individus qui sont, et ça le Dr Ring l'a montré, psychologiquement prédisposés à des mécanismes, je dirais, psychiques comme la dissociation. Voilà l'idée. Je t'écoute, Fabrice, je suis en train de t'écouter, je te laisse développer, parce que je t'ai beaucoup interrompu au début, donc je te laisse vraiment mettre les choses en place. Parce que moi, j'ai la chance de t'avoir déjà entendu et d'avoir déjà réalisé une émission avec toi, donc je suis parti un peu sur des bases établies, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, il est effectivement important de bien mettre en place les choses. Ok, d'accord. Alors, j'ai consacré un chapitre assez conséquent à cette dimension symbolique du phénomène quand j'ai parlé du phénomène des enlèvements dans mon premier ouvrage. Donc je suis parti de l'idée qu'effectivement le symbole est un langage, on sait que c'est un langage qui est, je dirais, universel, parce qu'il parle à tout le monde, et puissant.
puissant parce qu'il ne parle pas directement à l'intellect, mais il parle aussi à l'affect, il parle aux tripes plus qu'au cerveau, et en cela, je dirais, il atteint vraiment les profondeurs de l'âme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir de symbolique dans toutes ces manifestations? Alors, je ne les ai pas cherchés, j'ai pas cherché à trouver des symboles partout, mais ils m'ont un petit peu frappé, je dirais, ils sont plus venus à moi que moi je suis venu à eux. Alors, je peux prendre quelques exemples, donc je vais revenir après au phénomène des enlèvements, mais je vais peut-être plus maintenant élargir un peu l'éventail. Alors, si on parle du phénomène des mutilations de bétail, je me suis dit, ben, tiens, ces mutilations touchent avant tout la vache, la race bovine. Alors si on fait des recherches un petit peu sur le symbolisme de la vache, parce qu'on sait que la vache est l'animal peut-être qui est le plus sacré sur Terre, on connaît la vénération que portent les Indiens à cet animal, à ce mammifère, c'est que la vache en fait représente la terre nourricière et elle est le symbole de la vie. Si je dis ça, si je résume, mais on se nourrit du lait de la vache. La vache, c'est aussi un symbole, je dirais, sexuel de fertilité qui est également très fort. Et si on prend également le phénomène des crop cycles, donc des sacs dans le blé, et ben tiens, on se dit, effectivement, ces sacs ne sont pas faits n'importe où, ils sont pas faits sur le bitume, ils sont pas faits sur l'eau, ils sont faits dans le blé. Et le blé, effectivement, c'est quoi? C'est le symbole de la terre, c'est le symbole de la vie et de la fertilité, tout comme la vache. On sait que le grain meurt, par exemple, pour renaître. Alors là, j'ai trouvé un parallèle intéressant entre la vache et le blé. Et puis ensuite, si on se focalise un tout petit peu plus sur les configurations géométriques, parce que les crop cycles, c'est souvent plus que de simples, je dirais, ronds formés dans les épis, on voit que ces configurations géométriques sont clairement des symboles. Alors après, aller déchiffrer, ça c'est une autre affaire, mais certains psychiques ou médiums s'y sont essayés, et la plupart d'entre eux ont tous l'air de dire qu'effectivement, c'est un message, ce sont des messages nous enjoignant à mieux traiter la terre, à avoir, je dirais, des comportements qui soient plus respectueux envers autrui et envers la planète. Donc ça c'est pour ce qui est en fait des mutilations animales et des crop cycles. Après, dans le phénomène des enlèvements, alors je l'ai particulièrement mis en exergue, car pour moi, je trouve que c'est ce qui met le plus en valeur la dimension symbolique du phénomène. Alors si on prend par exemple, si on prend les témoins, les témoignages, je veux dire classiques d'enlèvement, on voit quoi? On voit que les témoins se trouvent dans un environnement qui est stérile, qui est quasi médical, qui est agressif, qui représente d'une certaine manière notre monde, de par la désindividualisation, une idée un petit peu de solitude et de détresse. C'est un petit peu la même chose pour les extraterrestres qui sont les gris. Eux aussi fonctionnent comme des robots, ils semblent être comme des fourmis, ils sont dépourvus d'émotions. Ils sont dépourvus presque de compassion, de toute la rangée des émotions. Et je dirais c'est un espèce de miroir de la technologisation en fait de notre société. Il y a ce que je veux aussi dire par là, c'est que tout cet épisode d'enlèvement est très sexué finalement. Pour rappel, les femmes se font par exemple retirer les ovaires, les hommes sont sujets à des manipulations de prélèvement de sperme. Tout tourne finalement autour de la sexualité. Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange. C'est la même chose pour les mutilations de bétail. On a des vaches. Quels sont les endroits qui sont mutilés? On trouve souvent le rectum, on trouve les mamelles, on retrouve des endroits de nouveau qui ont trait à la sexualité. Et je me suis dit, si justement les abductés, donc les témoins les personnes qui sont enlevées, ont
sont autant concernés par ces expériences sur la sexualité, c'est peut-être parce que la sexualité est un vecteur communicatif qui est plus fort qu'un autre. C'est que la sexualité, puis ça, je pense que les psychologues me contrediront pas, elle touche, je dirais, 3 choses importantes. Ça touche l'intellect, ça touche l'affect, et puis aussi, je dirais, tout ce qui touche aux émotions. C'est vraiment une expérience globale et qui nous touche au plus profond de notre être. Et je me suis dit, si j'étais effectivement une intelligence qui voulait faire passer des messages, le moyen que j'utiliserais serait un moyen qui passe par la sexualité. Et là aussi, je pense que la sexualité est vecteur de ces symboles qui sont assez forts. Voilà pour ceci. Alors après, est-ce que tu voulais peut-être me poser une question ? Non, je suis en train de t'écouter. D'accord, ok. Ne t'inquiète pas si j'ai une question à te poser. Oui, ok, d'accord. Vraiment, j'aimerais que les auditeurs qui seraient intéressés par mon livre peut-être se penchent plus en détail en fait sur cette facette symbolique impliquée aux enlèvements du phénomène. Alors là je parle des enlèvements, mais je peux aussi parler. Je parle d'un cas par exemple dans mon livre. C'est le cas d'un restaurateur qui habite à Salida dans le Colorado qui s'appelle Tim Edwards. Et lui, un beau matin, un dimanche, il observe un ovni dans le ciel. C'est d'abord sa fille qui lui dit papa, regarde, il y a quelque chose dans le ciel. Il prend sa caméra, il filme le phénomène pendant une dizaine de minutes, alors que le phénomène est en l'air, est resté à peu près 1 heure en l'air. Et effectivement, est vraiment bouleversé par son expérience. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va, devenir absolument développer un nouveau modus vivendi par rapport à son rapport aux autres, etc. Il va devenir beaucoup plus écolo. Il va, cette observation servira en fait de transformation et vraiment d'agent du changement à sa manière d'être et à sa manière de concevoir le monde. Alors justement, et c'est là que je t'interromps, ces interventions n'ont pour but que la préservation de notre environnement, ou est-ce qu'elles ont pour but aussi notre relation avec les autres? Et dans ce cas-là, cela voudrait dire que cette intelligence tient à nous. Selon ta réponse. En fait, l'un va pas sans l'autre. Par exemple, si on prend la première vague contemporaine d'OVNI, elle commence quand ? Elle commence en 1943. C'est le phénomène des Foo Fighters, ces boules lumineuses qui poursuivaient les avions de chasse au-dessus des théâtres des opérations dans le monde entier. À mon sens, si le phénomène a vraiment éclaté durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est justement parce que se déclarait la guerre la plus meurtrière pour l'humanité. Donc je pense que le phénomène effectivement est très attentif au bien-être de l'humanité, qui va de pair, je dirais, avec le bien-être de la planète. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je me demandais justement quel était le lien, quel lien est-ce qu'on pouvait faire avec la théorie donc que tu développes par rapport à tout ce que l'on a pu retrouver dans les textes anciens, toutes les représentations par dessin ou par écrit d'observation. Avant cette ère industrielle polluante et destructrice de la planète. Tu veux dire par exemple effectivement les images d'OVNI qu'on peut retrouver durant la Renaissance, tout à fait, qui étaient plus ou moins religieuses, en tout cas qui étaient représentées selon la vision qu'on avait du monde à cette époque-là, ou même dans certains textes qui décrivent ces apparitions qu'on voit sur des tableaux. Bref, je me demandais là quel était le message, parce que là ce n'était pas la pollution. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? L'intérêt pour l'être humain? L'être humain serait utile à notre planète? Non, mais je me suis un petit peu penché sur ce... j'imagine bien, je dois pas être le premier à te dire ça. Et puis, je suis tombé dernièrement sur un site web qui est extrêmement bien fait, mais j'ai malheureusement plus l'adresse, et qui montre bien que la plupart en fait de ces
soi-disant descriptions d'OVNI, en fait, n'en sont pas. Ce sont souvent là de nouveau des symboles ou des symboles christianiques, etc., qui sont mal interprétés. Et si on reprend aussi les textes comme ceux décrits par Pline l'Ancien, etc., où il décrit des boucliers volants, des boucliers ardents, etc., des épées volantes, qui pourraient nous faire penser à des cigares volants ou à des soucoupes volantes contemporaines, on se rend compte qu'effectivement, c'est plus le reflet de l'ignorance de l'époque que de l'apparition de réels ovnis. Je veux dire, le phénomène de météorite a été découvert, je crois qu'en 1815, et ce qu'ils voyaient en fait comme des apparitions divines à l'époque, étaient en fait des phénomènes totalement, je dirais, des phénomènes naturels qu'on sait maintenant parfaitement bien expliquer. Et en ce qui concerne les représentations, ça peut être le fait effectivement de phénomènes, je dirais, naturels interprétés sous le signe du divin, soit des symboles qui ont été peints et qui sont mal interprétés effectivement maintenant par des ufologues qui veulent voir des ovnis partout. Parce qu'il y en a, pas des ovnis partout, mais des ufologues qui... Oui. Oui, bien sûr. qui veulent voir des soucoupes partout. Donc pour toi, on jette de côté, on jette dans le fossé toutes sortes de textes et de représentations, et on met ça sur le compte du manque de connaissances météorologiques et du côté aussi du religieux pour les expliquer, c'est ça? Je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Alors si on jette pas tout, pourquoi est-ce qu'on garde une partie, et surtout, que voudrait-elle dire à une époque où la pollution n'était pas présente? Alors, franchement, là, je peux te dire que j'en sais rien. Hein. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je ne suis pas opposé à l'idée de visiteurs extraterrestres. Moi, je suis pas opposé à ton idée. Hein. Je me pose des questions par rapport à ce que tu dis. Qu'en 1700 et quelques, il y a un vaisseau extraterrestre qui est venu, qui a enlevé 3 humains et qui sont repartis. Je veux dire, pourquoi pas finalement. Mais mon idée, c'est que le noyau dur des observations d'OVNI irréductibles est davantage lié à un phénomène de type gaïen qu'à un phénomène extraterrestre. Il y a probablement plusieurs origines au phénomène OVNI. Hein. Il y a peut-être des prototypes secrets, il y a peut-être, pourquoi pas, je sais pas, des voyageurs du futur. On peut tout imaginer, mais l'hypothèse Gaïa est pour moi, et bon, je veux dire, elle est assez difficile à exprimer comme ça. Au cours d'un entretien radiophonique, hein. Elle est peut-être mieux dans mes livres, mais est pour moi la plus plausible. Non, mais il y a une suite logique dans tout ce que tu dis, mais pour bien comprendre quelque chose, il faut aussi pointer le côté sombre, et je suis persuadé que ce que je t'ai dit, beaucoup d'auditeurs y ont pensé en écoutant, se sont demandé, parce qu'on ne l'entend pas partout, cette hypothèse. Donc, d'accord, très bien. Donc le fait est, et puis on peut lire dans la préface de ton livre, de la part de Didier Gomez, que c'est une approche tout à fait particulière, très bien, et les approches particulières, eh bien, comme il ne faut pas qu'il y ait de croyances dans le domaine de l'ufologie ou des ovnis, parce que si on rentre dans la croyance, c'est qu'on tombe dans le n'importe quoi. Dans ce cas-là, il faut rechercher à comprendre de nouvelles hypothèses. Ouais, absolument, tout à fait. Donc c'est ce que j'ai essayé. Ce que je me tue à dire un petit peu à tous mes détracteurs, hein. Je suis pas là pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Je suis là pour essayer de faire avancer un petit peu le schmilblick et la réflexion. Peut-être que je me plante complètement et ça me pose aucun problème. Ce que je voulais faire, c'est effectivement mettre le doigt sur certains parallèles, sur je dirais, dégager un petit peu l'essentiel du bruit, parce qu'il y a énormément de bruit dans cette recherche ufologique. Et l'idée, c'est d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Alors après, on prend ce qui plaît dans mon hypothèse, et puis on peut délaisser ce qui ne plaît pas, mais je voulais apporter aussi de nouvelles idées, parce que là, on tourne complètement en rond, hein, avec ces idées de rechercher des preuves physiques à tout va. Ça fait 50 ans qu'on trouve rien du tout. Je voulais peut-être quand même revenir, alors là, je fais un petit aparté, sur pourquoi est-ce que l'ufologie s'enlise actuellement. Et je pense que j'ai quelques éléments intéressants à apporter. Il y a ce que j'appelle d'abord l'escalade de l'engagement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un terme en fait en psychologie qu'on utilise pour dire que quand quelqu'un s'engage en faveur d'une théorie pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans,
il aura d'autant plus de peine à s'en défaire que s'il n'avait s'était intéressé ou défendu cette théorie que pendant une année ou deux. Donc on en arrive là à je dirais, à une conclusion. On voit en fait certains chercheurs qui appuient l'hypothèse extraterrestre. Ils ne peuvent plus revenir sur leur hypothèse, ils peuvent plus la modifier, ils peuvent plus renier leurs pensées parce qu'ils se sont tellement engagés en faveur de ces hypothèses qui paraîtraient un petit peu loufoques. Et ça, à mon avis, c'est un des phénomènes qui freinent la recherche. Ensuite, il y a peut-être un deuxième point, c'est une forme de majorité paralysante. Alors je m'explique. C'est que cette espèce d'opinion majoritaire en disant que si les ovnis existent, ils sont d'origine extraterrestre, ça me semble susciter un petit peu une perte d'indépendance d'esprit et de capacité critique. Moi-même, je suis tombé dedans, je me suis intéressé aux ovnis, j'étais tout gamin. Je m'intéressais pas tellement aux hypothèses concurrentes. Pour moi, les ovnis, s'ils existaient, ils étaient d'origine extraterrestre. Je cherchais pas vraiment à voir parce que, puisque tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai ou c'est que ça doit être ça. Donc il y a une forme de suivisme ainsi qu'un refus à considérer les solutions alternatives qui s'instaurent de par cette majorité de pensée un petit peu paralysante de la recherche. Ensuite, alors là tu l'as dit avant, quand on tombe dans le domaine de la croyance, on va vers toutes sortes de dérives et pour avoir débattu justement avec un certain nombre de défendeurs de l'hypothèse extraterrestre, j'ai vraiment l'impression qu'elle fonctionne comme une croyance ou comme un dogme. Et ça, j'ai pu en faire l'expérience quand j'ai donné ma conférence en Champagne, où les gens n'ont absolument rien compris de ce que j'ai dit. Je me demande même s'ils ont écouté. Pourtant, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple et à l'aide de slides, ils pouvaient même lire. Mais ils ne voulaient le fait, je dirais, de remettre en cause leur croyance et presque leur religion crée clairement un blocage dans la tête d'une bonne partie de l'auditoire qui était venu en fait pour avoir une confirmation supplémentaire de leur croyance. Et je pense que pour moi c'est une forme d'aveuglement fanatique. Voilà. Et puis je l'ai dit avant, peut-être un autre facteur, c'est la fixation des ufologues sur la composante physique du phénomène au détriment d'autres composantes, qu'elles soient psychologiques ou symboliques. Voilà, donc je voulais faire juste cette petite parenthèse là-dessus. Et puis encore dernièrement, j'ai donné une interview écrite sur un blog et ça donnait lieu à énormément d'échanges et de débats entre consultants de cette liste, entre intervenants de la liste. Et j'ai quand même dû attendre 220 postes ou 220 interventions pour qu'on arrive à ouvrir mon livre et débattre réellement de mes idées. Avant, on était dans le domaine, je dirais, de l'émotionnel et de l'affectif, à propos du fait que tout simplement que je propose une théorie qui ne soit pas une hypothèse qui soit pas celle de l'hypothèse extraterrestre et que ça avait l'air de déranger vraiment beaucoup de monde. Donc là, il y a vraiment un sacré blocage en fait qui freine la recherche à mon avis. Que j'ai tort ou que j'ai raison avec ma théorie, mais enfin voilà ce que je voulais dire par là. Avant de terminer cette première partie, il y a peut-être des points que tu n'as pas assez développés. Tu voulais revenir sur les enlèvements. On était passé aux mutilations animales. Sur la partie symbolique du phénomène. Oui. Je voulais parler effectivement un petit peu de. Non, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Ouais. Ce que je voulais peut-être revenir sur un aspect qui me semble assez intéressant. Je parle de l'adaptation formelle du phénomène et on peut se poser la question de mais comment ça se fait qu'effectivement que Gaïa, c'est vrai que j'ai toujours pas défini Gaïa, mais que cette intelligence puisse puiser dans nos représentations ou dans nos idées ou dans l'air du temps pour apparaître, en fonction de nos représentations. Alors, ce que je développe dans mon premier livre, c'est l'idée que cette conscience planétaire, donc qui produit ces manifestations, serait reliée à une sorte de bibliothèque universelle. Alors l'idée de bibliothèque universelle, c'est pas la mienne, elle a été développée par d'abord par des mystiques, ensuite par des scientifiques, et elle dit en fait que cette bibliothèque stockerait la somme des connaissances humaines, passées et à venir, actuelles et potentielles de l'humanité. Et beaucoup
beaucoup de gens ont ri sur cette hypothèse, mais maintenant il y a de plus en plus de données et de scientifiques qui la défendent et elle devient de plus en plus crédible. Alors bon, il y a d'abord des neurologues qui ont identifié une zone située dans le lobe temporal droit et qui dit en fait que cette zone servirait d'interface autorisant notre cerveau à communiquer avec cette banque de données universelle. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des scientifiques. Et d'autres chercheurs ont conclu que la conscience et la mémoire ne se situeraient pas dans notre cerveau, mais que celui-ci fonctionnerait davantage comme un transmetteur et récepteur d'informations. Ce qui pourrait nous faire dire qu'effectivement, toutes nos pensées seraient stockées dans cette espèce de base de données dans laquelle puiserait, je dirais, la matrice gaïenne, ou l'intelligence qui produit ces manifestations, pour pouvoir, au mieux, je dirais un peu nous berner ou nous flouser en s'adaptant à à nos conceptions. Donc là, tu t'approches des travaux de Sheldrake. Absolument. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et en fait, cette capacité, je dirais, à puiser dans cette base de données universelle explique vraiment finalement beaucoup de choses. Ça explique le contrôle du phénomène sur l'environnement. C'est quand même étonnant que 60 ans, je dirais, après l'ère contemporaine des ovnis, on n'est toujours pas une excellente vidéo d'ovnis, on n'est toujours pas une réelle trace physique du phénomène. On se dit mais comment est-ce que c'est possible? Comment ce contrôle peut être autant absolu? Et je vais peut-être prendre un exemple. C'est la vague, la rentrée atmosphérique du 5 novembre 1990. Donc on sait qu'il y a eu effectivement une rentrée atmosphérique dans un étage d'un lanceur russe. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu des apparitions d'ovnis quasiment en même temps. Oui, tu parles de la vague belge, hein? Non, je parle de la rentrée atmosphérique du 5 novembre 1990. Oui, d'accord. C'est encore autre chose. Oui, c'est une vague qui a duré, je crois, 15 minutes, où les témoins, donc ils faisaient nuit, ont pu observer un énorme, ou plusieurs énormes, apparemment il y en a eu plusieurs, vaisseaux, on peut appeler ça comme ça, aériens, pourvus de lumière, qui masquaient les étoiles, parce que le ciel était clair cette nuit-là. Voler, je dirais à basse altitude et dans le silence le plus parfait, au-dessus de la campagne, au-dessus des villes, etc., au-dessus de toute l'Europe. Il y a eu des milliers de témoignages, et deux, trois. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2-3 livres qui ont été effectivement publiés à ce sujet, je crois par Franck Marie entre autres. Oui. Donc moi, ce que j'essaye de dire, c'est que il n'y a pas eu d'apparition d'ovnis avant ou après. Il y a eu des apparitions que pendant cette rentrée atmosphérique, comme si le phénomène OVNI a réussi à parasiter cette rentrée atmosphérique pour pouvoir, je dirais, se faire voir par le maximum de monde, tout en étant couvert donc par une réelle rentrée atmosphérique. Si j'ai juste, je pense qu'on peut dire que le phénomène a un contrôle qui est absolument hallucinant sur notre environnement. Mais peut-être que je me trompe. Et ce qui est intéressant, donc j'en ai parlé d'ailleurs à Didier Gomez, qui a écrit un livre qui s'appelle L'heure des ovnis, sur cette petite vague d'un quart d'heure du 5 novembre 1990, où je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as un témoignage où des témoins ont aperçu en même temps une vague de la réelle rentrée atmosphérique plus le phénomène ovni? Et il m'a dit, non, il y en a aucun, quoi. J'ai aucun témoignage de ce type. Enfin, tout ça me laisse assez pantois, quoi. Fermer cette petite parenthèse sur le contrôle du phénomène qui peut s'expliquer par cette maîtrise par le biais de la base de données universelle. Je te propose, Fabrice Bonvin, une première respiration musicale et on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous recevons aujourd'hui dans l'émission La Vague d'OVNI Fabrice Bonvin, auteur de OVNI, le secret des secrets, et de son précédent livre, donc OVNI, les agents du changement, paru en 2005 chez le même éditeur pour les deux livres. Il s'agit de JMG Éditions. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h
À 16 heures, notre invité est Fabrice Bonvin qui nous présente son nouveau livre OVNI, le secret des secrets, qui est paru aux éditions JMG. Et donc, Fabrice Bonvin, la première partie de cette émission était consacrée à expliquer ce qu'il y avait dans ton précédent ouvrage. Et pour tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, on ne va pas tout répéter, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans OVNI, le secret des secrets, juste rappeler en quelques mots cette théorie qui est la tienne, la théorie Gaïa. Voilà, tout à fait. Bon, quel que soit le nom en fait qu'on donne à cette intelligence basée sur Terre, je pense que effectivement l'appellation qui me semble la mieux convenir est de dire que c'est une espèce d'intelligence gaïenne. Alors pourquoi ce mot de gaïenne? En fait, ça fait référence à l'hypothèse Gaïa, qui est une hypothèse qui a été développée en 1972 par un cybernéticien qui s'appelle James Lovelock, et qui, lui, dit dans son hypothèse que la Terre en fait, forme un système dynamique capable d'autorégulation. Il dit que la Terre, en fait, est composée de l'ensemble des vivants et dont le but est de maintenir la biosphère à son niveau optimal pour abriter la vie. Donc, cette théorie dit également que Gaïa, je dirais la Terre est composée de mécanismes homéostatiques justement qui permettent d'abriter la vie. Donc il donne plusieurs exemples, comme par exemple le taux de salinité du sel dans l'océan, ou par exemple la quantité d'azote dans l'atmosphère. Il dit que les deux restent à un niveau constant malgré effectivement les facteurs extérieurs qui pourraient faire par exemple augmenter le taux de salinité dans l'océan qui devrait normalement s'évaporer. C'est pas le cas. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement la Terre fonctionne comme un organisme, un peu comme un être humain. L'être humain, c'est un système qui essaye de fonctionner plus ou moins bien pour garder, je dirais, l'organisme en vie. La température, une température viable pour qu'on soit en vie, système nerveux qui fonctionne, etc. Donc il dit voilà, on a des êtres vivants sur Terre, nous les êtres vivants, nous formons en fait la Gaïa finalement, qui est elle aussi un organisme vivant qui fonctionne un petit peu à notre manière, nous les êtres humains. Voilà. Ce que je voulais peut-être encore dire par rapport à Gaïa, c'est que d'autres philosophes et scientifiques ont poussé la réflexion plus loin en disant soit cette hypothèse Gaïa, qui a été d'ailleurs été prouvée par James Lovelock de manière scientifique, on peut aller plus loin de ça et dire qu'elle serait peut-être composée d'une conscience, comme l'être humain est composé d'une conscience. Et donc ce qu'ils disent, c'est que cette conscience est composée de la convergence des consciences sur Terre, qu'elles soient biologiques, organiques, etc. Et l'homme, donc qui possède la conscience la plus évoluée sur Terre, occuperait donc les avant-postes de l'évolution et nourrirait en fait cette matrice avec laquelle il est inconsciemment solidaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Gaïa a tout intérêt à ce que l'homme, ne soit pas anéanti et je dirais continue à occuper les avant-postes de l'évolution, puisque c'est nous qui, nourrissons sa substance. C'est peut-être pour ça que le phénomène OVNI, d'ailleurs, n'est pas hostile. Il a été hostile, mais il est hostile contre les facteurs de dépréciation écologique. Il y a des cas, et je vais venir un peu plus tard, d'attaques de phénomènes OVNI sur des missiles, sur des centrales nucléaires, militaires, sur des avions de chasse. Mais le phénomène OVNI il a été, mais il est rarement, dans un mode offensif. Voilà, c'est plutôt sur un mode défensif. Voilà donc ce que je voulais ajouter sur Gaïa. Donc je vais un petit peu maintenant développer mon deuxième livre qui s'appelle Le secret des secrets. Alors pourquoi ce deuxième livre? C'est que je voulais montrer qu'en fait la politique américaine de gestion du phénomène OVNI donne carrément du poids à mon hypothèse,
plus qu'elle donne de poids, par exemple, à l'hypothèse extraterrestre. Et j'ai fait donc toute une lecture en fait, de la gestion du secret à la lumière, je dirais, de l'hypothèse Gaïa, pour essayer de comprendre comment est-ce que le gouvernement américain aurait pu agir s'il s'était rendu compte que l'hypothèse Gaïa était l'hypothèse qui expliquait le phénomène OVNI et qu'il n'était pas question par exemple, de prototype russe ou d'une présence extraterrestre. Voilà. Alors, ce que je révèle dans mon livre, c'est que le commandement américain a rapidement, je dirais, découvert que les apparitions d'OVNI sont en rapport, sont corrélées avec les facteurs de dépréciation écologique et en particulier avec l'atome. Donc, comme je l'ai mentionné avant, il y a eu les premières apparitions contemporaines ont eu lieu, je dirais, durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Foo Fighters. Donc là, il y a eu pas mal on sait que la guerre pollue. Hein. Ensuite, il y a eu la première explosion de bombes atomiques au Nouveau-Mexique en 1945. Et c'est là qu'apparaissent, je dirais, à partir de 1947, mais un petit peu avant, des apparitions d'OVNI qui se concentrent aux alentours des sites stratégiques qui développent l'atome. Et d'ailleurs, tout le monde a entendu parler du crash de Roswell qui se déroule à quelques dizaines de kilomètres seulement de la seule base de bombardiers atomiques au monde, qui se trouvait donc à Roswell. Donc cette prise de conscience je dirais de la proximité du phénomène OVNI avec l'atome se fera en fait très vite. Et en décembre 1948, par exemple, rédigé un rapport top secret par la direction des renseignements de l'armée de l'air et de la marine. Et ce rapport dit que le schéma des observations est définissable et dit aussi que la fréquence des observations montre un schéma défini. Ils ne viennent pas plus, ils donnent pas plus de détails, mais je dirais ces quelques lignes m'ont fait dire qu'effectivement, peut-être que le haut commandement avait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant et sur justement des schémas dans le mode d'apparition des phénomènes OVNI. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire par là? Ensuite, alors il faut dire que, alors si on prend, je dirais, l'histoire officielle des recherches sur le phénomène OVNI, donc c'est le projet officiel SIGN, le projet SIGN qui commence en 1948 et qui est rapidement mis en berne, je dirais, un an après. Il subit un important remaniement alors qu'il était en activité depuis moins d'une année. Le personnel est renouvelé. Il reçoit l'ordre d'appliquer une espèce de politique d'explication à tout prix de toutes les observations. Et le projet donc est mis en veille et il reçoit un nouveau nom de code qui s'appelle Grudge, Project Grudge. Donc si on veut, pendant une année, il y a eu une réelle étude du phénomène OVNI avant que tout d'un coup, sans explication, le projet est complètement remanié et tombe en berne. Alors on peut se poser la question de savoir le pourquoi de ceci, mais je vais y revenir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en décembre 1948? On a des observations de boules de feu vertes au-dessus des installations militaires et nucléaires du Nouveau-Mexique. Malgré la dangerosité de la situation, l'affolement des scientifiques sur place, et puis effectivement la disponibilité d'une réelle équipe, de l'équipe Grudge, qui pouvait diligenter une enquête là-dessus, aucune enquête n'est diligentée. Donc il faut attendre 1 an et demi, soit février 1950, pour que le haut commandement mette sur pied une espèce de parodie d'enquête dont le nom s'appelait Twinkle à l'époque. Alors là, on peut aussi se poser la question de se dire, mais ça fait 1 an et demi qu'on a des ovnis qui se baladent au-dessus des sites nucléaires et le haut commandement ne s'affole pas, fait un petit peu, d'abord comme si de rien n'était, puis devant la persistance des observations, met en place une espèce d'étude fantôme qui n'aboutirait d'ailleurs sur aucun résultat. Donc ça m'a fait dire, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. D'un côté, un rapport qui dit que le phénomène est définissable, qui savent comment la fréquence des observations, où il peut apparaître. De l'autre, quand il apparaît, il n'y a personne qui bouge. De l'autre, le projet officiel est mis en berne. Il y a quelque chose dessous, c'est pas possible.
cette léthargie doit s'expliquer d'une certaine manière. Alors j'ai fait un petit peu de recherche dans les archives, etc. Je me suis mis en contact avec quelques chercheurs aux États-Unis également. Et mon hypothèse, c'est qu'il y a un groupement occulte qui qui a été constitué probablement par le président Roosevelt peu avant sa mort, hein, puisque c'est le président Truman ensuite qui a pris le relais et qui était mis donc en activité pour étudier le phénomène OVNI. Et ce groupement de scientifiques était dirigé par Vannevar Bush, qui fut d'ailleurs l'un des artisans de la réussite du projet Manhattan, hein, qui donna lieu à l'explosion de la première bombe atomique. Et, mon idée, c'est qu'effectivement cette équipe de scientifiques est à l'origine de ce rapport, qui dit que le schéma des observations est définissable, et a rapidement pu mettre justement en corrélation le nucléaire et les ovnis en disant c'est marrant, chaque fois qu'on fait péter une bombe, on a des observations qui se produisent à tel ou tel intervalle de temps et à tel ou tel endroit. Effectivement, ces observations, on peut les anticiper, on peut les prévoir, et c'est plus une réaction, je dirais, de la planète que l'apparition de phénomènes externes de type extraterrestre. Ceci peut aussi expliquer effectivement la mise en berne des projets officiels, parce qu'il faut savoir que de 1949 à 1969, 1969 c'est donc la date de fin des projets officiels. Ces projets officiels n'ont jamais enquêté réellement. Ils étaient davantage des plateformes de relations publiques que de réelles plateformes d'enquête sur les ovnis. Donc, moi je pense qu'en sous-main, il y avait une équipe qui a été dirigée par Vannevar Bush, et que cette équipe a pu dire effectivement, fin 48, notre hypothèse, c'est que c'est un phénomène qui est plus géophysique, plus terrestre qu'externe, et que c'est lié aux essais atomiques. Et, je veux dire, certains comportements, clairement hallucinants, comme le fait que que les installations vitales soient survolées durant un an et demi sans que personne ne lève le petit doigt, donne de l'eau à mon moulin durant cette voilà. Et ensuite, on trouve la même idée lors de l'invasion de Washington. C'est donc l'épisode de l'invasion de Washington, c'est quand effectivement, durant juillet 1952, des ovnis ont survolé le Capitole et Washington durant 2 nuits, je dirais à une semaine d'intervalle. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les avions de chasse américains ont attendu 2 heures avant de décoller et de partir à la poursuite de ces ovnis qui violaient quand même l'un des espaces aériens les plus sensibles au monde, et ceci en plus en pleine période de guerre froide où le dispositif militaire était en état d'alerte, car en fait le haut commandement américain craignait une attaque russe. Alors moi je m'étonne un petit peu de voir qu'effectivement ce comportement léthargique de nouveau devant des apparitions d'OVNI. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces apparitions avaient été prédites par un scientifique anonyme, à Edward Ruppelt, donc qui était à l'époque à la charge du projet officiel, hein, qui était devenu Blue Book. Et ça, on le trouve effectivement noté dans l'ouvrage d'Edward Ruppelt, qui dit qu'effectivement, un jour, il est approché par un scientifique qui lui a dit vous verrez, dans 2 semaines, vous aurez une observation d'OVNI au-dessus de Washington, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc là, on a à nouveau des éléments à charge qui fait dire que, d'un côté, le gouvernement américain a un comportement extrêmement laxiste vis-à-vis de ces apparitions, a mis en berne les projets officiels, et s'est laissé, effectivement, se dérouler ces apparitions. Alors, quant à cette affirmation dont tu nous parles, quel est le document qui le relate? Tu veux parler du rapport Top Secret? Non, je veux parler de ce Ruppelt qui... alors ça s'appelle... c'est un des grands classiques de l'ufologie. Ça s'appelle The Report on Unidentified Flying Object. Et il avait donc dit qu'il y aurait au-dessus de Washington un événement.
il raconte dans son livre, ce qu'il dit, c'est que au mois de juin, il se promenait dans les couloirs du Pentagone, et quand un scientifique l'approchait, il lui a dit, vous verrez, il a utilisé cette expression, assis sur un baril de soucoupe, et dans 2 semaines, vous aurez une apparition monstrueuse d'OVNI, soit au-dessus de New York, soit au-dessus de Washington, mais ça sera probablement au-dessus de Washington. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vague d'OVNI de 1952 a commencé en fait au mois d'avril, et a commencé, je dirais, dans le Midwest, et s'est déplacé d'ouest en est en direction de Washington pour finir sur Washington. Et c'est effectivement ce qui s'est passé durant la vague de 1947, où les ovnis ont commencé à se manifester dans l'État de Washington et de Californie pour se déplacer dans le Midwest. Et c'est ce qui s'est passé également durant la vague de 1997 avec les airships, où les apparitions ont commencé en Californie et se sont également déplacées d'ouest en est. Donc, à mon avis, ils ont dû faire ce rapport et se dire effectivement, il y a une espèce de schéma dans les apparitions. Voilà, mais ceci, on peut le lire donc dans la version anglaise du livre de Edward Ruppelt, et on ne peut pas la lire dans la version française puisque cette partie manque mystérieusement dans la traduction en version française. Voilà. D'accord, donc c'est important de préciser, nos auditeurs qui peut-être découvrent le sujet, et pourquoi pas, doivent pouvoir se fier, en tout cas, avoir accès à tous ces livres qui font l'histoire si foisonnante de l'ufologie. Donc n'hésite pas à préciser de temps en temps les ouvrages dans lesquels tu as trouvé toutes ces informations. D'accord, volontiers. Donc, selon mon analyse, la vague de 1952 devait servir de confirmation de l'origine gaïenne du phénomène. Cette vague avait été prédite, comme l'a dit Edward Ruppelt dans son livre. Et puis, si on s'intéresse un petit peu au comportement de l'état-major, on se rend compte qu'effectivement, ils ont tout fait. Ils ont là commencé à prendre des mesures pour faire croire à la population que les ovnis, d'un côté, n'existent pas. Ça, ils le faisaient avec les commissions d'enquête et les projets officiels. Mais de l'autre, en sous-main, essayaient de faire croire que les ovnis étaient d'origine extraterrestre. Alors là, je m'explique. En 1949 est sorti le premier article sur les ovnis dans la presse américaine, le tout premier article qui s'appelait, je crois, What You Can Believe About Flying Saucers. Et cet article avait été publié dans le Saturday Evening Post et avait été écrit en collaboration avec le haut commandement militaire américain, où c'était le général Cabell, qui était responsable de l'information de l'Air Force, responsable du renseignement auprès de l'armée de l'air, et lui a pris la plume du journaliste et lui a fait écrire effectivement que les ovnis n'existent pas, qu'il ne s'agit uniquement de ballons-sondes, d'hallucinations, etc. Je dirais en phase avec les projets officiels, de ce que disaient en fait les projets officiels. 3 ans après, en 1952, au mois d'avril, paraît dans le magazine Life Magazine, qui était l'espèce de Paris Match de l'époque, un article qui s'appelait Have we visitors from space? Ce qui veut dire avons-nous des visiteurs de l'espace? Et dans cet article, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire au fait que d'après le haut commandement américain, les ovnis sont probablement d'origine extraterrestre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet article était écrit avec l'entière coopération du Pentagone, probablement sous l'instigation du General Twining, qui était le secrétaire, le ministre de la Défense, et qui avait été supervisé par le même général Cabell qui 3 ans avant faisait écrire par les journalistes que les ovnis n'existent pas. Donc là, on a un espèce si on veut, un virage à 180 degrés en 3 ans en 49, les ovnis n'existent pas, à 52, oui, les ovnis sont d'origine extraterrestre. Et c'est clairement ça une manipulation, un projet d'influence des masses. Et cet article de Life Magazine aura énormément d'impact sur la perception du public sur l'origine du phénomène OVNI. Encore maintenant, il est abondamment cité. Donc cet article paraît en avril 1952, et qu'est-ce qui se passe en juillet 1952? Il y a effectivement cette conférence je vais y revenir, je vais venir à la conférence de presse, mais il y a cette vague d'apparition d'OVNI où effectivement qui renforce l'idée que le phénomène OVNI, s'il existe, est un phénomène d'origine extraterrestre.
Et ça, c'est une des premières tentatives d'intoxication de l'opinion publique par les autorités pour faire croire aux gens que les ovnis sont d'origine extraterrestre. Et puis je vais revenir après avec d'autres exemples qui sont des exemples contemporains. Alors concernant par contre cette vague sur Washington qui est passionnante, on a la version officielle à l'époque et que c'était le reflet du toit des voitures sur les nuages. Intéressant. Alors effectivement, c'est le général Samford qui a donné une conférence de presse que tout le monde attendait. Sur cette version-là, donc c'était ça. Lui, de mémoire, il faut savoir que c'est une des conférences de presse qui était les plus longues de toute l'histoire des États-Unis, en tout cas à l'époque. Et lui, au bout de 3-4 heures de speech, n'a pas donné de réponse définitive, mais semblait dire qu'il s'agissait d'un phénomène d'inversion des températures et de mirage. Parce qu'il faut savoir que les observations ont été observées à l'œil nu, mais ont été également observées par les pilotes, qui sont, même s'ils sont partis en retard, ont pu observer certains phénomènes, et aussi par les radars civils de l'aéroport de Washington, et aussi par les radars militaires de la base d'Andrews, entre autres. Donc là, on a de multiples observateurs, tant radars qu'humains, etc. Et lui, s'en est tiré un petit peu comme ça en disant que c'était un phénomène d'inversion de température. Et quand les ufologues ont demandé de rendre public les archives, les enregistrements radars en vertu de la loi sur la liberté d'information, qui est la Freedom of Information Act, on leur a répondu que c'était pas possible, que c'était classé secret défense. Alors pourquoi parler d'inversion de température et de problèmes météorologiques si on veut faire croire aux extraterrestres, à l'origine extraterrestre, oui. Parce que c'est une politique de désinformation qui joue sur deux tableaux. Elle joue sur un gros tableau de où les ovnis n'existent pas à travers justement des opérations comme disent les Anglais, de debunking, donc qui s'exprimaient à travers les projets style Blue Book, Grudge et Sign, qui étaient, je dirais, pour la masse, quoi, de ridiculiser les phénomènes. Après, pour les gens qui voyaient le phénomène ovni, pour les gens qui, disons, étaient moins, je dirais, hermétiques à cette propagande, il fallait également donner une explication toute faite, et c'était l'hypothèse extraterrestre. Mais c'est clair qu'en conférence de presse, où tout le monde vous attend au tournant, ce qu'il fallait vraiment mettre en avant, c'était l'hypothèse de l'inversion, une hypothèse naturelle. On ne pouvait pas dire que c'était une origine extraterrestre. Tu me suis ? Je te suis. L'idée, en fait, c'était ça vraiment... peut être aussi ce que tu nous dis, une logique par l'absurde, mais je te suis totalement. Donc c'est auprès, je dirais, des gens qui ne sont pas avertis, une explication à l'emporte-pièce de type phénomène mal connu, hallucination, etc. Et puis pour certaines personnes qui voyaient le phénomène ovni, pour des gens qui étaient, je dirais, moins sensibles à ce type de désinformation, c'est dire oui, effectivement, les ovnis existent et ils sont d'origine extraterrestre. Et par exemple, on sait que un des plus grands comités d'enquête civile sur les ovnis constitué dans les années 50, c'était le NICAP, était infiltré d'agents de la CIA qui passaient leur temps à promouvoir l'origine extraterrestre du phénomène auprès de Donald Keough, qui était lui un peu le fer de lance des ufologues de l'époque, quoi, qui était un acharné pro-extraterrestre. Mais on sent vraiment une volonté de promouvoir cette hypothèse extraterrestre, soit par infiltration dans la communauté ufologique, et ça se fait encore maintenant, soit effectivement des fois par le biais de magazines, tout public. Et c'est ce qui s'est passé en fait en 1953. Alors là, ça me fait un petit peu avancer dans mon schmilblick, c'est-à-dire que après la vague de Washington, qui a donc confirmé l'origine gaïenne des ovnis, parce que cette vague était elle-même créée par des essais atomiques, le Conseil national de sécurité, qui a ensuite géré le phénomène ovni sous Eisenhower, mais ça je vais en venir un peu plus tard, a donc demandé en fait à la CIA de mettre en place une commission qui est devenue la commission Robertson, qui a donc entériné la consolidation de la politique de debunking, qui était en vigueur depuis 1949,
et mis en place des opérations de désinformation destinées à la communauté ufologique. Et c'est ce qu'ils ont fait, alors ça je rappelle que c'était en janvier 1953, et c'est ce qu'ils ont fait avec la parution de livres de 53 à, je sais pas, aux années 70, mais les premiers livres décontactés sont parus en 1953, dont le livre de George Adamski. Je ne sais plus le titre de son premier ouvrage, mais je crois que c'est Inside the Spaceship, ou quelque chose comme ça. George Adamski, donc, qui est un contacté notoire. Alors cette vague des contactés, c'était des kidam, des personnages souvent hauts en couleur, qui se disaient en contact avec des extraterrestres qui venaient souvent de planètes proches, style Vénus, Mars, Neptune, etc. Et qui disaient effectivement, oui, le phénomène de nouveau OVNI existe, j'ai rencontré des extraterrestres, ils viennent de Vénus, et c'est d'origine extraterrestre, quoi, finalement. Donc, de coup double, d'un côté, vous ridiculisez le phénomène OVNI avec ces histoires de contactés, qui sont un petit peu ridicules, et de l'autre, vous promulguez l'idée de l'origine extraterrestre du phénomène OVNI, et c'est quand même de nouveau une drôle de coïncidence de voir que au moment même où la commission Robertson s'est mise en place pour effectivement trouver une politique, je dirais, d'information des masses du phénomène OVNI, on retrouve quelques mois après des ouvrages qui ridiculisent le phénomène OVNI et qui font la promotion de l'hypothèse extraterrestre. Et d'ailleurs, on sait par exemple que le contacté le plus connu, qui est George Adamski, voyageait avec un passeport diplomatique qu'il ne devait normalement pas détenir, étant donné qu'il n'était ni ambassadeur, ni diplomate, ni etc. Il n'avait pas la fonction pour. Voilà. Donc, je vais peut-être continuer justement avec ce sujet des opérations de désinformation. Ces opérations ont continué après. On a des exemples assez patents avec, par exemple, l'affaire Majestic 12. L'affaire Majestic 12, c'est une affaire où ont été rendus publics à des ufologues, soi-disant des documents officiels provenant de l'administration Truman et Eisenhower, disant qu'un groupe de scientifiques est en charge du phénomène OVNI et qu'ils ont récupéré un vaisseau écrasé à Roswell, ainsi que des corps d'extraterrestres, etc. Et on n'a jamais su, en fait, qui a rendu public ces documents, qui ont été ensuite identifiés comme faux, mais après plusieurs années, et qui ont donc aussi promu l'idée de l'origine extraterrestre du phénomène OVNI, tout en brouillant complètement les cartes, parce que quand on prend la liste des scientifiques et des militaires, il y avait 6 scientifiques et 6 militaires qui composent le Majestic 12, on se rend compte que, en tout cas, 2 d'entre eux, Vannevar Bush et Lord Berkner, étaient eux réellement impliqués dans la recherche sur les OVNI, mais au niveau de l'étude Gaian du phénomène. Donc, il y a ce que je veux dire par là, c'est que il mélange le faux et le vrai d'une manière assez redoutable. On retrouve les mêmes types d'opérations de désinformation avec des ufologues comme John Lear ou Bill English, etc., qui, à la fin des années 80, défendaient des hypothèses délirantes de petits gris dans des bases extraterrestres, qui avaient passé un pacte secret avec le gouvernement américain dans le but de faire des expérimentations génétiques, etc. Là, nouveau dénominateur commun, c'est la promulgation d'idées favorables à l'origine extraterrestre du phénomène. Et les dernières en date, c'est le livre testament du colonel Corso, et puis également l'autopsie de Roswell. Donc tout le monde a entendu parler de cette affaire, qui était mise en avant par Jacques Pradel à l'époque, où finalement, on ne sait plus où on en est avec cette histoire, quoi. Je veux dire, apparemment c'est un vrai, c'est un faux, on ne sait pas, on sait que c'est extraterrestre, c'est tout ce qu'on en retient. Roswell est jeté aux orties avec le reste, et ça a semé une belle pagaille. Et tout ça, si on prend la littérature dédiée aux opérations de désinformation, on s'intéresse vraiment à la psychologie qu'il y a derrière ces histoires, on se rend compte que les documents du Majestic 12, l'autopsie de Roswell, le témoignage du colonel Corso, etc.,
euh, répondent au prototype même de l'opération de désinformation. Juste pour les auditeurs qui peut-être viennent de nous rejoindre, qui souhaitent faire un point sur le fil de ton exposé, quel est l'intérêt des États-Unis à faire passer ces événements pour des venues ou rencontres extraterrestres plutôt que de se pencher sur des phénomènes naturels donc? Je pense qu'effectivement, c'était un petit peu le pire scénario pour le gouvernement des États-Unis, cette hypothèse gaïenne qui leur a un peu sauté comme ça, un peu en pleine face. C'est parce que quand vous avez un phénomène externe qui constitue une menace, vous pouvez l'identifier, vous pouvez dire, bah voilà, il vient de Mars, il vient d'Alpha du Centaure, sa technologie, ça fonctionne comme ça par plasma. Là, on peut les avoir de telle ou telle manière. C'est un phénomène qui est physique, qui est tangible. On peut lui tirer un rayon laser dessus et puis on peut essayer de l'avoir. Mais quand vous avez un phénomène comme un phénomène gaïen qui surgit de nulle part, qui se matérialise, qui se dématérialise, qui interagit avec les installations stratégiques, les installations nucléaires, etc. Vous dites, mais comment se battre contre un tel phénomène finalement et je crois que ça les a extrêmement déstabilisés et ils ont vraiment joué sur l'hypothèse extraterrestre parce que c'est aussi celle qui est la plus, je dirais, la plus évidente à première vue. Que voient les gens? Les gens, quand ils voient un ovni, ils voient justement un mec en scaphandre, un petit alien en scaphandre avec une soucoupe avec des petits hublots. Donc, je veux dire, c'était du pain béni. Mais ça, c'est, comme je l'ai expliqué avant, que l'expression de la vitrine historique du phénomène. Donc, je pense que c'était l'intérêt du gouvernement en fait, à promouvoir l'hypothèse extraterrestre. Très bien, je te propose Fabrice une deuxième respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Notre invité aujourd'hui pour cette vague d'OVNI est Fabrice Bonvin qui nous présente son nouveau livre OVNI, le secret des secrets, paru aux éditions JMG. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La vague d'OVNI proposée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, notre invité, et Fabrice Bonvin. Il nous présente son livre OVNI, le secret des secrets, paru aux éditions JMG. Fabrice Bonvin, Fabrice, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup. Alors je vais un petit peu continuer avec ce que j'appelle le secret des secrets. Alors pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon ouvrage avec ce titre? Pour la raison suivante. Le secret, pour moi c'est l'origine du phénomène OVNI. Le secret des secrets, c'est effectivement une enquête top secrète qui a été menée de juillet 1957 à décembre 1958 et qui avait donc comme objectif de étudier Gaïa ou d'essayer d'en comprendre un petit peu plus sur le phénomène OVNI. Voilà. Donc, je vais peut-être un petit peu revenir sur la commission Robertson, qui a entériné donc la politique de debunking, qui était déjà en vigueur depuis 1949 et qui a donc demandé à la CIA de mettre en place toutes les opérations de désinformation. Suite à cela, le Conseil national de sécurité, donc sous Eisenhower, a demandé à un géophysicien, donc qui est d'ailleurs un proche de Vannevar Bush, de mener une task force d'études sur l'origine du phénomène OVNI. Et c'est ce qu'il s'est empressé de faire suite au succès, je dirais, de 1952, quand ils ont découvert qu'effectivement, par le biais de la vague de Washington, que le phénomène OVNI est d'origine gaïenne. Doug Berkner donc a persuadé le Conseil international des unions scientifiques du National Academy of Science de mener une série d'observations de la Terre. Et donc ça a mis un certain temps à se mettre en place et ça s'est mis en place donc sous la forme d'une année géophysique internationale qui s'appelle International Geophysical Year en anglais, qui a eu lieu donc de juillet 1957 à décembre 1958. Et le but de cette année géophysique internationale, alors oui, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour, je dirais, cacher leurs projets secrets, le gouvernement a souvent recours à une ruse. C'est qu'il a un projet, qui est un réel projet ou un projet fantôme, qui sert de paravent ou de couverture à un autre projet, qui est donc un projet qui n'est effectivement souvent de plus grande importance que le réel projet.
Pour donner un exemple, l'exemple du F-117, du chasseur furtif, il faut savoir que le projet du chasseur furtif était donc couvert par un autre projet qui était un avion de reconnaissance météorologique. Donc c'est quelque chose d'assez courant dans le monde du renseignement. Et qu'est-ce que fait Lloyd Berkner? C'est qu'il propose de mener donc un projet, mais qui aussi servait de projet écran, mais ça, il était quasiment le seul à savoir, ainsi que les scientifiques au sein du National Security Council, le Conseil national de sécurité, de mener une étude de la Terre, c'est-à-dire une étude de l'Antarctique, une étude visant à mieux comprendre les aurores boréales, à mieux comprendre, je dirais, le fonctionnement de la planète au sens large. Et cette étude, donc, plus de 60 pays ont participé, l'URSS y compris, donc dans un effort commun de meilleure compréhension de la planète. Et c'est à l'occasion donc de cette étude, de cette année géophysique internationale, qu'on a découvert par exemple la ceinture de Van Allen, que les Russes ont lancé le premier satellite, qui est le Spoutnik, et aussi qu'on a donc déclaré l'Antarctique terre de non-conquête, terre neutre. Donc je dirais que cette année géophysique internationale a réellement servi, je dirais, au niveau des télécommunications, au niveau de nos connaissances de la planète, mais a également servi de projet écran à l'étude des manifestations du phénomène OVNI. Alors, on va me dire, mais pourquoi avoir mis en place cette histoire de projet écran? C'est parce qu'il fallait installer des équipements un petit peu partout dans le monde pour pouvoir observer effectivement les apparitions d'OVNI. Et si c'est ce qui a été fait avec des appareils qui s'appelaient à l'époque, on a le Sattract, le Bowen Knapp, le Baker Noon, et qui permettaient, alors officiellement, dont la mission était de suivre les premiers satellites. Cette année géophysique internationale a aussi servi à mettre d'autres moyens en place, comme un réseau d'observateurs. Il faut savoir qu'il y avait 8000 stations d'observation. Il y avait des projets académiques, comme le projet Moonwatch, donc qui faisait en sorte qu'en fait des milliers de personnes avaient le nez en l'air pour essayer d'observer effectivement les satellites, etc. Donc tous ce dispositif, ces moyens de communication permettaient au mieux de cartographier la Terre et de comprendre comment se propageait le phénomène OVNI par rapport aux essais nucléaires. Et je vais y revenir sur les essais nucléaires. Et de mieux comprendre, en fait, je veux dire, il partait complètement dans l'inconnu à l'époque. Donc de vraiment comprendre le phénomène OVNI. Justement sur les essais atomiques, il faut savoir que les plus grands essais atomiques ont eu lieu en 1956 et en 1957. Donc sachant qu'ils allaient faire péter autant de bombes, si je peux m'exprimer ainsi, le gouvernement américain était quasiment sûr, ou certain, de provoquer une vague d'OVNI mondiale aux alentours de 1957-58, et c'est effectivement ce qui s'est déroulé. Avec des observations mondiales, en particulier centrées sur les États-Unis, sur le Brésil et sur le Japon. Donc le dispositif de tous ces moyens permettait effectivement de mesurer ces observations d'OVNI. Tout ceci était coordonné donc par Lloyd Berkner, qui avait comme par hasard déjà participé à la commission Robertson, donc c'était l'étude de la CIA en 1953, je le rappelle, et qui lui, chose très curieuse, avait déjà lu le rapport final et qu'il l'avait même signé à l'avance, alors que les autres scientifiques de la commission n'avaient pas encore pris connaissance du rapport. Donc apparemment, Lloyd Berkner était très très au courant de ce qui se passait en matière d'études d'OVNI, et on le retrouve là de nouveau effectivement à la tête de la centralisation des informations sur cette étude du phénomène OVNI en 57-58, où il rapportait directement toutes les informations au sein du National Security Council, du Conseil national de sécurité, au sein en fait d'une petite équipe supervisée par l'Operation Coordination Board.
Donc, et là, on se rend vite compte, effectivement, on a retrouvé des mémos du Conseil national de sécurité sur les OVNI en 57 et 58, alors que normalement, ces mémos auraient dû parvenir au projet officiel, qui était le projet Blue Book à l'époque, ou parvenir, je dirais, à d'autres organismes, mais on voit pas ce que va faire un rapport d'OVNI. C'était un rapport d'observation, de détection radar au sein du Conseil national de sécurité. Enfin, mon idée, c'était que cette task force dédiée, je dirais, au projet écran de 57-58 était rattachée au Conseil national de sécurité et il faisait partie d'un petit groupe créé par le général Eisenhower. Quand je dis général, c'est pas un lapsus, il était général 5 étoiles. C'était un militaire, pas comme Truman, pas comme Kennedy, qui avait donc géré le débarquement en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc lui était mieux que quiconque au fait de la réalité du phénomène OVNI, plus que Truman, comme je l'ai montré dans mon deuxième livre, où effectivement tout semble montrer que Truman, lui, était complètement dans le chou concernant le phénomène OVNI et n'accordait pas l'importance qu'il devait y accorder, vu qu'il n'était pas mis au courant par ses propres militaires et par l'état-major. Et quand on reprend effectivement les rapports, qu'on on prend connaissance des témoignages des responsables des projets officiels à l'époque, de détection par exemple des satellites, qu'est-ce que disaient en fait ces responsables? C'est qu'ils détectaient plein d'OVNI en fait à l'aide de ces moyens. Et d'ailleurs, il y a effectivement le responsable qui était un collègue de Allen Hynek, qui était lui-même effectivement l'un des consultants de l'armée de l'air sur les OVNI, qui le dit, mais effectivement, j'étais responsable du projet et je sais moi-même qu'on avait plein d'OVNI qui étaient détectés sur nous, sur nos plaques des appareils. Donc voilà ce que j'ai pensé pouvoir identifier dans mon deuxième ouvrage sur ce projet secret. Mais là, il faudrait encore aller un petit peu plus, essayer de fouiller un petit peu dans les archives de l'année géophysique internationale, mais ça demande pas mal de moyens que je n'ai pas malheureusement. Des moyens financiers ou du temps? Les deux, mais plus financiers, je dirais. Ouais. Voilà. Mais on peut trouver certains documents, si jamais, et j'en ai trouvé certains, dans la librairie électronique de l'ancien président Eisenhower. Donc il y a toute une section dédiée à l'année géophysique internationale. Mais à mon avis, là, je pense toucher quelque chose de si gros, en fait. Et je pense que cette année géophysique internationale devait cacher une réelle étude sur le phénomène OVNI. Il y a suffisamment de choses suspectes pour me faire penser que c'était en fait le réel but de cette année géophysique internationale, c'était de comprendre le phénomène OVNI. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur cette étude. Le secret des secrets, c'est un titre qui peut faire tomber dans le sensationnel très rapidement. C'est un risque que tu as pris. Ouais, effectivement. Mais je crois qu'Aristote écrit également un livre qui s'appelle Le secret des secrets. J'ai été très amusé de voir ça sans vouloir me comparer à Aristote, loin de là. Mais ouais, effectivement, c'est un titre assez sensationnel. Je n'ai pris conscience, mais je voulais un petit peu un titre tape à l'œil qui soit grand public et puis pour peut-être booster un petit peu effectivement les ventes et faire connaître cette hypothèse, cette année géophysique internationale qui est très peu connue finalement à l'opinion publique et peut-être susciter des velléités d'enquête de ce côté-là, parce que je pense que, encore une fois, je touche un point sensible à l'étude du phénomène OVNI par les gouvernements américains. Alors, par rapport justement au gouvernement américain, comment expliques-tu ou comment réagis-tu aux différentes annonces faites par d'autres gouvernements qui emboîtent le pas aux Américains et qui vont même, semble-t-il, plus loin? Je parle notamment de gouvernements d'Amérique du Sud qui décident de prendre la chose très au sérieux. Pourquoi est-ce que les États-Unis donnent l'impression maintenant d'être un peu en retrait? Il faut dire qu'ils traînaient
ils traînaient une sacrée casserole, quoi. Ils ont mis en place les projets d'études officiels en 1947, avec le projet SIGN, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 49, tout à coup, boum, ils s'arrêtent, il n'y a plus d'enquête, parce qu'ils découvrent l'origine gaïenne du phénomène OVNI à travers une enquête, un projet secret. Et qu'est-ce qu'ils font de 49 à 69? Pendant 20 ans, ils ont ces projets qui sont des projets complètement ridicules, hein. Vous avez même pas un colonel à la tête de ces projets, vous avez des capitaines et des majors qui n'ont même pas de protocole de témoignage, qui n'ont pas de méthodologie de récolte de témoignages, qui n'ont pas d'outils scientifiques, qui n'ont pas de moyens. Combien de fois Edward Ruppelt a demandé des moyens pour faire des enquêtes sur les ovnis, on lui les a refusés. Ça montre bien que ces projets étaient des projets à écran, des projets fantômes finalement, destinés à brouiller les pistes, et surtout à cacher la réelle étude sur le phénomène OVNI. Et en 68, quand se déroulent donc des apparitions d'OVNI dans le Michigan, et qui demandent donc à Allen Hynek, qui est dépêché sur place, de trouver une explication coûte que coûte au phénomène, c'est là qu'effectivement il dit à court d'imagination, il dit effectivement ces ovnis en fait c'est des gaz des marais. Et ceci a débouché donc sur un scandale national, et l'US Air Force a pris la balle au bond et a dit ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va diligenter une enquête impartiale, qui était l'enquête dirigée par le professeur physicien Edward Condon, qui pourra effectivement dire si oui ou non le phénomène OVNI est d'un certain intérêt scientifique, et si oui ou non il pose un problème à la sécurité nationale. Comme on le sait, comme l'histoire l'a montré, cette étude était de nouveau truquée, et Edward Norton, c'est un acteur, Edward Condon, pardon, lui donc était un petit peu un esprit extrêmement négatif vis-à-vis du phénomène OVNI. Il était bourré de préjugés dès le départ, et a fait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire d'enterrer une fois pour toutes cette histoire de phénomène OVNI, et qu'on n'en parle plus, quoi, parce que le gouvernement américain avait qu'une envie, c'était de liquider ces histoires d'OVNI. Et ceci explique pourquoi ils sont en retrait maintenant. Ils ont eu assez de peine comme ça à s'en dépêtrer pour pas encore y revenir. Après, il y a effectivement d'autres pays qui ont d'abord fait part de suivisme. C'est le Royaume-Uni, qui a été désinformé par son grand frère, les États-Unis, en 1951, quand c'était de nouveau le général Cabell s'est rendu à Londres pour informer soi-disant ses homologues sur le dossier OVNI, mais c'était de la désinformation, donc des informations dont étaient, disons, victimes, Winston Churchill à l'époque. Et puis la France aussi a fait preuve, je dirais, jusque dans les années 70, dans ce suivisme total, et c'est ce que disait le responsable à l'époque, je le cite dans mon deuxième livre, nous on a emboîté le pas aux États-Unis, c'est ce qu'il dit, avant que le CNES crée le GEPAN. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de pays ont suivi les études des États-Unis en se disant, bon voilà, ils disent qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien. Puis finalement, devant l'apparition de cas, se disent, ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose, donc on va vite créer une petite commission, quoi. C'est ce qu'a fait la Belgique durant la vague belge. Ils ont créé, avec le colonel de Brouwer, ils ont créé cette commission qui a duré le temps des apparitions, finalement. Le Chili a fait la même chose, le Pérou a fait la même chose, le Brésil a fait la même chose en 1977, quand se sont déroulées ces apparitions assez agressives d'ailleurs dans le nord-est. Ils ont donc dépêché le colonel Hollanda, et ça j'en parle dans mon livre, pour qu'il observe essayer de comprendre ce que c'est que ces phénomènes, jusqu'au moment où le phénomène s'arrête. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de suivisme en fait finalement de la part des autres pays. Voilà, et quand des cas se présentent, ils créent des petites commissions qui s'arrêtent une fois que les phénomènes s'arrêtent également. Et ce qui est intéressant, je vais peut-être faire une petite parenthèse, mais c'est vrai que je me suis rendu 3 mois au Brésil pour enquêter sur le phénomène OVNI. Bob Pratt à l'époque, donc un ufologue
journaliste qui a écrit un excellent livre sur les ovnis, un livre d'enquêteur, de terrain, m'a donné son carnet d'adresses et grâce à lui, je me suis rendu donc au Brésil pour essayer de trouver d'autres enquêteurs et d'autres témoins. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément d'observations d'ovnis, mais que ces observations d'ovnis avaient lieu près des gisements d'uranium et près de tout ce qui avait finalement une relation avec le nucléaire. Et on trouve exactement la même chose en Argentine. Vous allez à Bariloche, qui est une station de ski bien connue en Argentine, assez huppée. Et tout près de Bariloche se trouve effectivement un important centre de recherche nucléaire. Je veux dire, si on ne prend pas en compte l'aspect nucléaire dans le phénomène OVNI, on ne peut pas le comprendre. Et ça, c'est pas Jean-Jacques Velasco qui me contredira là-dessus, puisque lui, il a écrit un livre en disant qu'effectivement le phénomène OVNI est lié au nucléaire. Et j'aimerais encore apporter une petite précision en disant que depuis 1992, donc date à laquelle les États-Unis ou la France ont arrêté leur programme d'essai nucléaire, moi, c'est ma perception des choses, les apparitions d'OVNI ont diminué de manière drastique. La dernière grande vague d'OVNI a eu lieu entre 1989 et 1991. Elle a concerné l'Europe avec la vague belge, elle a concerné la Russie, elle a concerné le Canada, elle a concerné un petit peu l'Australie. Mais depuis, ça fait quand même 16 ans, même plus. Je vois pas de grande vague d'OVNI, quoi. Je vois moins d'atterrissages, je vois beaucoup moins d'observations. Alors on a encore des observations très intéressantes qui ont été filmées dernièrement au Mexique, par exemple. J'ai encore vu de magnifiques soucoupes volantes qui ont été filmées en 2003-2004 récemment. C'est joli, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'apparitions d'OVNI depuis que les programmes d'essais nucléaires ont été arrêtés. Alors, si je suis ton raisonnement, Fabrice, pourquoi n'a-t-on pas vu lors de la grande sécheresse qui a eu lieu en France il y a quelques années des apparitions multiples d'objets volants non identifiés, histoire de corroborer le lien entre les problèmes liés au climat, au réchauffement de la planète et à ce phénomène OVNI? Tu parles de la vague de chaleur de 2003 ? Oui. Pourquoi s'il y a une logique dans tout cela, une intelligence, donc l'intelligence de Gaïa, pour reprendre ton travail, pourquoi n'y a-t-il pas eu à ce moment-là des apparitions pour justement corroborer les deux ? La pollution, le réchauffement climatique, c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de gens se sont posé des questions sur l'état de la planète, ceux qui s'y intéressaient le moins, et le phénomène OVNI, pour toucher la population. Hein. Oui, absolument. Voilà, je vais peut-être pas complètement répondre à ta question, mais le lien entre le nucléaire et les OVNI, je dirais, est indiscutable. Il y a des études statistiques qui ont été faites par l'Institut Battelle dans les années 50, diligentées par l'armée de l'air américaine. Des études contemporaines qui ont été faites par des scientifiques. Il y a le docteur Donald Johnson qui a rendu public aussi une étude qui montre que les observations sont démultipliées dans les comtés américains où il y a des centrales nucléaires. Donc ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est pour moi qui est réglé. Après, par rapport au réchauffement climatique, etc. Donc il faudrait mettre une soucoupe volante derrière toute voiture et toute industrie polluante et tout frigo. Non, finalement. mais on peut dire que quand même cet été-là, c'était pas deux voitures, c'était pas un pic de pollution, c'était une longue période très chaude. C'était une longue période, c'était pas un petit événement. Effectivement, mais ce réchauffement climatique est lié à quoi? Et dû à quoi? Quelle en est la cause? La cause, on la connaît tous, quoi. Finalement, c'est les rejets de gaz carbonique. Oui, mais justement, si on veut toucher la population et toucher le lambda comme moi qui par exemple qui voit que il y a des petits problèmes d'environnement et puis il y a une grosse sécheresse d'un seul coup, si on veut marquer le coup, pourquoi à ce moment-là ne pas lier les événements? Bonne question. Franchement, je sais pas. Je peux pas te répondre à ça. Non, j'ai aucune idée. Enfin, moi, ce que j'ai essayé de montrer, et c'est vrai que mon hypothèse, moi, c'est une idée générale. Après, il faut l'affiner, et puis on trouvera 1000 exemples qui pourront la mettre à mal. C'est pas des exemples qui la mettent à mal, mais tu me dis que les agroglyphes, les crop circles, il y a un message à l'intérieur pour la sauvegarde de la planète. Tu me dis que les vaches sont aussi un symbole.
Tu me dis qu'on parle beaucoup de sexualité, qu'on essaie de marquer les gens à travers les abductions, hein, tu nous parlais de ça. Donc je me dis pourquoi ne pas profiter là du coup d'une période très très chaude ou pourquoi pas d'une énorme inondation pour justement se montrer et que les gens fassent un rapport entre les deux. Mhm. Euh, j'ai un peu l'impression que le phénomène ovni n'arrive pas, cette espèce de conscience planétaire ou cette matrice n'arrive pas à s'exprimer, je dirais pas comme elle le voudrait, mais de manière plus flagrante. C'est vrai que moi je me suis posé la question de savoir pourquoi ce sont souvent des gens qui ont pourquoi certains témoins ont des observations répétées. Je veux dire, s'il s'agissait d'ovnis interstellaires, qu'ils envoient une fois, on peut comprendre, mais qu'ils envoient 3-4 fois, on se dirait que c'est un sacré concours de circonstances, un sacré fruit du hasard. Et là, ce qui m'a fait dire qu'effectivement, il y a peut-être une dialectique qui s'instaure entre une certaine catégorie de la population et cette intelligence. Et en fait, c'est ce qui m'a fait dire qu'effectivement, certains témoins sont prédisposés à observer des ovnis de par une accession plus facile à des états altérés de conscience qui sont, eux, rendus possibles par un mécanisme qui s'appelle la dissociation. Alors, la dissociation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mécanisme psychique qui fractionne certains éléments de l'ego qui sont perturbateurs pour préserver le fonctionnement de la psyché. Alors, rentrer dans la dissociation, il y a plusieurs moyens de... Rentrer dans les états altérés de conscience, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire en prenant de la drogue, on peut le faire en méditant, on peut le faire en s'isolant, on peut le faire en jouant du tambour, etc. Mais ce que j'essaie de montrer dans mon premier livre, c'est qu'effectivement, en rentrant dans ces états-là, on peut peut-être plus facilement rentrer en contact avec cette intelligence qui, comme le font les chamans d'ailleurs, ou comme le font certains usagers de drogue. Et d'ailleurs, je ne veux pas encourager donc effectivement l'usage de drogue, hein, c'est pas ça l'idée. Mais il y a un très bon livre qui a été écrit par le docteur Rick Strassman qui s'appelle The DMT Experience, sauf erreur, et qui lui est donc professeur de médecine à l'université du Nouveau-Mexique et qui a donc inoculé cette molécule qu'on trouve à l'état naturel dans le cerveau, et pour voir en fait quels sont les effets dans le cadre de ses recherches sur la sérotonine, sur le neurotransmetteur la sérotonine. Et il a trouvé qu'effectivement, c'est les gens qui ont été inoculés entraient dans une espèce de transe, mais à rentrer en contact avec des entités qui, selon lui, étaient plus en rapport avec un monde réel qui nous échappe qu'avec, je dirais, de simples hallucinations, parce qu'effectivement, il y a une certaine cohérence dans les témoignages, comme il y a une certaine cohérence dans le témoignage des abductions, des enlèvements, où on sait par exemple que le récit des enlèvements répond à un certain nombre de phases. Il y a 8 ou 9 phases qui se déroulent dans un ordre chronologique qui est tout le temps le même. Donc pourquoi n'y a-t-il pas plus de variété ? Pourquoi est-ce que tous les témoins, les abductés, les gens qui rentrent, je dirais, dans ces états altérés de conscience, finalement reviennent-ils tous avec ces mêmes témoignages ? Et ça va un peu de même avec les chamans. Donc ceci m'a fait dire que en fait, cette espèce de matrice gaïenne se situe dans un plan ou une dimension qui est différente de notre réalité, et que nous avons en faire une intelligence qui serait omnijective. C'est-à-dire que l'interaction se déroule selon les règles qui ont vigueur dans la réalité, dans sa dimension à elle, mais que les effets ont plutôt lieu dans notre réalité. D'où un croisement, si on veut, objectif-subjectif, qu'on n'arrive pas encore à bien comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ce serait beaucoup plus long si tu devais vraiment répondre en détail. Oui. Il nous faudrait une émission de plusieurs heures et dans quelques minutes, nous allons devoir arrêter. Alors, justement, Fabrice, après ces deux livres, sur quelle voie te diriges-tu ? Est-ce que tu comptes écrire un livre sur un autre sujet ou encore plus détaillé ? Tu vas pas t'arrêter là, je peux pas le croire. C'est pas le genre du personnage. Là, j'aimerais bien continuer un petit peu les enquêtes parce que je suis aussi quelqu'un de terrain, donc j'aime bien, comme j'ai dit, je me suis rendu au Brésil, j'étais à Virginia, on connaît l'histoire du crash, etc. Donc j'aimerais bien
continuer à rencontrer les témoins et enquêteurs un petit peu à travers le monde, voir si je peux d'apporter un peu d'eau à mon moulin. J'ai aussi peut-être un projet d'ouvrage avec Didier Gomez. Alors là, c'est peut-être un petit peu un scoop. Où lui et ses idées sont assez proches de les miennes finalement. Il aimerait bien voir si on peut avancer un petit peu là-dedans sur ce sujet. Donc voilà un peu l'actualité, mais bon, c'est toujours la même chose, le temps manque, mais pas l'envie. Voilà ce que je peux en dire là-dessus. Et puis bon, je suis toujours effectivement ouvert à essayer de défendre un peu mes idées ou à alimenter le débat comme je le fais sur Internet ou actuellement. Justement, je voulais en venir à ça pour te joindre. Pour les auditeurs qui sont d'accord ou pas avec ce que tu viens de dire, comment te joindre? Tu as un email? Oui, tout à fait. J'ai même un site Internet. Eh oui. Où se trouve d'ailleurs mon email, où les auditeurs pourront retrouver certains de mes articles que j'avais écrits à l'époque. Pour certains, ça fait il y a 10 ans de cela, dans des petites revues spécialisées, un petit peu amateurs comme ça, et puis des articles qui sont plus récents. Alors je vais donner le site internet, c'est http://www.extraterrestre.org, alors extraterrestre au pluriel et en un mot. Sinon, peut-être le moyen le plus facile, c'est de taper mon nom dans Google, par exemple, et puis vous tomberez assez facilement sur ma page Internet. Le Farfadet, non? Voilà, oui. Et puis mon ancien site, en fait, s'appelle Farfadet également, donc un peu pour rendre un petit peu hommage à Jacques Vallée. Alors, autant je comprends le Farfadet en nom de site Internet par rapport aux théories que tu développes, autant extraterrestre.org, j'arrive mal à saisir. Oui, alors... On m'a déjà fait la remarque aussi. C'est vrai qu'on peut penser que quelqu'un qui nomme son site extraterrestre sera plutôt un défenseur de l'hypothèse extraterrestre. Oui, logiquement. Ça paraît logique. J'ai pas trouvé, je dirais, de mots ou d'appellation au nom de domaine qui soit assez parlant et puis assez joli et puis élégant pour le nommer. OVNI Gaïa, Gaïa OVNI, l'origine Gaïa du phénomène OVNI. Je voulais quelque chose qui soit simple, évocateur pour le néophyte, et puis qui soit disponible également, parce que si j'avais pris gaia.org, il serait probablement pris. Donc, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais c'est tout ce qui m'est resté au final. Donc, même le extraterrestre au singulier n'était plus disponible. Donc, je me suis dit, finalement, je vais prendre ça. Ah oui, c'est gonflé. Donc, ça veut dire que si on met pas le S, on tombe sur un autre site. Oui, qui défend l'hypothèse extraterrestre. Oui, assez logiquement. Ce qui est assez logique finalement. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ma démarche, c'est que ça permet en fait, effectivement, peut-être à certains défenseurs de l'hypothèse extraterrestre d'ouvrir un petit peu leur vision sur le phénomène OVNI en tombant sur mon site. Alors, extraterrestre au pluriel.org, le site donc le Farfadet. Alors c'est un petit peu plus compliqué, c'est ovni.ch. Oui. Et puis après il y a une espèce d'environ, une espèce de petite vague et Farfadet. D'accord, on peut aussi y accéder via le site du Grépy. Via le site ovni.ch, parce que là j'étais hébergé à l'époque par mes amis du Grépy. Du Grépy, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un lien aussi. Et puis ton email pour tous ceux qui souhaitent directement t'envoyer un mot. Ah, volontiers. Donc c'est FABUFOGE. Donc fabufoge@hotmail.com. fabufoge@hotmail.com. Merci beaucoup Fabrice Bonvin pour cet exercice auquel tu n'es pas habitué. Comme ça, derrière le téléphone, expliquer, raconter. Tu es plus habitué ou à discuter en face à face ou être devant du monde. Donc d'avoir pris le temps de nous narrer quelques passages de OVNI, le secret des secrets, paru aux éditions JMG. Et puis tu as bien pris le temps aussi de rappeler cet autre livre, OVNI, les agents du changement, qui lui est sorti en 2005 chez le même éditeur. Voilà, merci à toi Alexandre. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. La Vague d'OVNI est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre.